Very heartbreaking. Ça peut faire très très mal des fois. On dit toujours on sait où est-ce qu'on commence mais on sait jamais où est-ce qu'on finit. D'où vient cette contamination? C'est quoi la source, l'origine? Cette question est très commune pour moi, mais pourquoi mon immeuble est contaminé? And it turns out that somebody had either died or killed someone in the basement. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast aujourd'hui en compagnie de Yann Ohayon. Merci beaucoup Yann d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, merci à toi Adam de m'avoir invité, c'est bien apprécié. Donc Yann est un investisseur immobilier à Montréal depuis plusieurs années maintenant. Donc j'avais vraiment envie d'apporter ce côté expérience, investissement. Si tu peux un peu, on va débuter avec ton parcours, ton cheminement, Bien sûr. ton histoire et ensuite on détaillera ensuite voilà, sur l'investissement. Ouais, ben écoute, né à Montréal, grandi ici toute ma vie. Famille était des travailleurs simples, une boutique de chaussures qui est encore là au Vieux-Montréal. On a eu là toute notre vie. Pour eux, l'éducation était très importante. Donc j'étais à l'école, l'université, j'ai gradué en finance. J'ai travaillé dans ce domaine pendant une couple d'années sur les marchés boursiers. Et à un certain point, j'ai décidé, ben écoute, c'est le temps, je vais acheter mon premier condo. Et bien sûr, j'ai acheté mon condo et un mois plus tard, j'ai perdu mon emploi. J'étais très nerveux, je ne savais pas quoi faire, c'était ma première fois, j'étais toujours très risk-averse, on va dire en anglais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de franglais dans cette interview, Adam. Aucun souci, on fera une interview bilingue, pas de Exactement. problème. Et écoute, je me suis mis à paniquer. J'avais meublé tout l'appartement et je l'ai mis à louer. Je l'ai mis à louer. En l'espace de quelques semaines, j'ai trouvé quelqu'un qui était un producteur de films, qui est venu travailler à Montréal. Il a loué meublé à un prix incroyable parce que le film se tournait à quelques coins de rue de chez moi. Et il a loué en 6 mois qu'il est resté là, ou 7 mois. J'ai pu payer mon hypothèque pour les prochains 2 ans. Et c'était vraiment, ça a complètement changé ma mentalité de comment l'investissement marche. Pour moi, l'investissement, c'est toujours les marchés boursiers, les marchés capitaux, c'est qu'est-ce que je connais bien. Mais là, j'avais vraiment vu, je me suis dit, mais c'est incroyable, la vitesse avec laquelle on peut faire ça, c'est vraiment fou. Et bon, je suis retourné au travail par la suite, j'ai pas vécu chez mes parents très longtemps, j'ai vu que les choses allaient bien, mais j'ai toujours gardé en tête l'immobilier. J'ai essayé différentes compagnies, choses au cours des années, j'ai travaillé pour des compagnies en consultation. Et juste avant Covid, j'ai pris la décision d'essayer de rentrer plus en investissement immobilier. Donc, je faisais de la gérance de propriété. Je faisais n'importe quoi que je pouvais juste pour m'entourer de monde dans le domaine immobilier, beaucoup comme toi, Adam, je pense, avec podcast, ta compagnie de gérance et tout. Et par chance, juste après que Covid frappe, j'avais envoyé des offres d'achat juste avant Covid. Le monde paniquait et par chance, j'ai mis la main sur le premier immeuble. On a pu négocier un très très beau terme. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon immeuble préféré. Côte des Neiges. Vraiment, j'ai mis beaucoup de cœur dans cet immeuble-là. J'ai mis énormément de travaux physiquement moi-même dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais cet immeuble m'avait aussi beaucoup appris sur quelque chose qui s'appelle la contamination de terrain. Pendant que j'ai acheté cet immeuble, j'ai appris qu'il y avait un tank de mazout, de chauffage de pétrole dans l'immeuble, qui était enlevé. Et bref, ça a causé un énorme problème pour pouvoir l'acheter avec la banque. C'était vraiment compliqué. Par chance, je suis devenu obsédé avec la contamination. Et on est un peu là aujourd'hui. C'est devenu mon expertise dans le domaine immobilier. Tout ce qui est les immeubles contaminés, c'est devenu un peu mon créneau. C'est ça que j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, tu te spécialises dans un type d'investissement qui est la contamination. Est-ce que tu dirais ça? Oui, par chance, beaucoup de mes investissements se retrouvent avec des immeubles problématiques, point de vue contamination structurelle. On fait beaucoup d'accompagnement de propriétaires qui se retrouvent avec des immeubles contaminés. Je ne suis pas sûr à quel point le monde savent à quel point c'est important la contamination dans les immeubles, mais Montréal, à la base, est une ville industrielle. Est une ville que, autre-temps, on travaillait et on faisait pas attention à l'environnement. Tu peux le voir avec des places comme la rue Sherbrooke, entre Sherbrooke, Ontario, Papineau, ce secteur-là, c'était une ancienne carrière. C'est une carrière qu'ils ont remplie plein d'ordures, que des immeubles ont été bâtis sur. Donc,
on peut comprendre à quel point la contamination peut être importante à Montréal quand tu as un secteur encadré la terre qui a, je sais pas, 10, 15, 30 000 logements qui sont essentiellement partiellement contaminés si on va assez creux. Donc c'est vraiment énorme à Montréal, la contamination. Pourquoi on fait beaucoup d'accompagnement. Comme tu as dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast qui ne savent pas exactement qu'est-ce que tu entends par contamination. Est-ce que tu peux nous détailler un peu Ouais. les étapes de ce processus-là? Ouais. Comme tu as dit, il y a plusieurs immeubles. C'est très fréquent à Montréal. Énorme. Si on le cherche, on le trouve toujours à Montréal. C'est ça le malheur. Et aussi une bonne chose pour pouvoir traiter l'environnement et vraiment créer un environnement qu'on peut avoir long terme pour la qualité des eaux, pour la qualité de la nature à Montréal. C'est important d'avoir des immeubles propres et avoir un environnement sain aussi pour la qualité des locataires. Donc, pour comprendre la contamination, vraiment, la contamination se catégorise en 3 et 4 façons. Un, c'est des polycyclical aromatics, des PCA, si vous vous rappelez de vos cours universitaires de chimie. Polycyclical hydrocarbons, alors des hydrocarbones, on parle de gaz, de mazout qui a beaucoup été utilisé pour chauffer les immeubles antérieurement. Les aromatiques qui ont été rajoutés à différents types de pétrole, de l'huile de chauffage pour les rendre plus visqueux, pour qu'ils passent le système de chauffage plus facilement. Après ça, on a les métaux lourds et après ça, on a vraiment les carbons lourds. Carbons lourds sont un peu plus uniques. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme en français, mais essentiellement, c'est pas rare à Montréal. J'en ai fait un d'ailleurs où on avait trouvé de la contamination, on ne comprenait pas c'était quoi, mais quand on s'est mis à creuser, on a vu qu'il y avait un immeuble qui avait pris feu. Et cet immeuble qui a pris feu, ils l'ont enterré. À la place de le démolir et le prendre avec eux, ils l'ont enterré. On peut trouver même des anciennes manufactures qui ont été démolies. Encore, je peux vous en parler de une au coin de la rue Roy et Berry. Dans ce secteur-là, il y avait une ancienne manufacture énorme. D'après nos recherches, ils créaient des bombes durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils l'ont démoli, ils ont fait des logements là-bas dans les 1900 et on ne sait pas de quelle façon ils ont démoli, donc c'est un secteur aussi qui est très contaminé. Donc, c'est un peu ça. La contamination se retrouve sur quatre phases majeures comme ça. Et pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une fois que cette contamination se retrouve dans la terre, que ce soit des métaux lourds, les métaux lourds, ça peut être du remblai. Alors, quand on construit un immeuble, on fait nos fondations. Par la suite, on met de la roche. Est-ce que cette roche, elle est propre? Est-ce qu'il y a de la pyrite à l'intérieur? On ne sait pas. Alors, encore une fois, c'est un autre type de contamination. Donc, en général, beaucoup des immeubles à Montréal vont avoir beaucoup de contamination à base de mazout. Pourquoi dans le passé, on chauffait à l'huile? Dans les années 70-80, on a commencé à convertir à l'électrique parce qu'on a réalisé qu'on avait un problème. Mais antérieurement, dès que le mazout se retrouve dans la terre, il contamine les eaux souterraines. Dès qu'il contamine les eaux souterraines, on a un sérieux problème. Et ça nuit à la qualité de vie des locataires. Donc, si je comprends bien, ça affecte, le plus souvent, ça affecte l'eau, qui est très importante pour les locataires. Exactement. Contamination de sol. Est-ce qu'une contamination de sol, c'est aussi une contamination d'eau ou c'est deux choses différentes? C'est une bonne question. Mais les deux vont se mener toujours ensemble. Parce qu'une terre en dessous de cet immeuble, de n'importe quel immeuble, va toujours avoir une table d'eau. Water table, je ne suis pas sûr c'est quoi le terme en français. Mais essentiellement, si tu creuses assez à Montréal, tu vas frapper l'eau. On est une île à la fin de la journée, right? Donc, c'est pas que ça nuit à l'eau et la qualité des locataires, mais ça nuit à l'environnement et la qualité overall. On a des fleuves, on est une île, donc on doit vraiment s'assurer que la qualité de notre environnement est propre. Et malheureusement, avec la contamination, il y a différentes façons pour l'enlever, mais la façon prédominante à Montréal, c'est mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Une pelle, un seau, et tu remplis. Que ce soit un seau qui est un camion à dompe, que ce soit une pelle, une petite pelle à la main ou une grosse pelle, c'est la même chose. On l'enlève et on remplace avec de la terre propre, qui est le plus important. C'est un travail très manuel, j'imagine. Ouais. Donc, tu dois avoir, bien sûr, plusieurs équipes là-dessus. Ouais. C'est quoi le risque que tu vois pour tous les acteurs en jeu? Que ça soit, comme tu as dit, les locataires, le propriétaire aussi de la bâtisse.
Le bâtiment aussi, c'est le plus important. 100%, ouais. C'est une excellente question, encore une fois. Première chose, on aime toujours rire, parce qu'il faut beaucoup rire en contamination, parce que it's very heartbreaking. Ça peut faire très très mal des fois. On dit toujours, on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait jamais où est-ce qu'on finit. J'ai déjà vu des estimés de 60 000 $ de décontamination devenir des 1,5 million de $ de décontamination. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment devenir des situations terribles. D'ailleurs, pourquoi des fois on devient investisseur? Pas parce qu'on veut l'être, mais beaucoup du temps, quand un propriétaire nous appelle pour intervenir sur ses immeubles, c'est pas rare qu'ils disent, écoute, ça fait trop peur, we don't want the liability. On veut arrêter ce processus, on veut que quelqu'un prenne cette responsabilité-là, on ne veut pas continuer. Tu sais, j'ai déjà vu des situations de contamination. Il y en a une à Hampstead. C'était une maison qui valait peut-être 1,5 million de $. N'oublie pas que la contamination, elle bouge. So, si moi, je suis la source et que le voisin d'à côté de moi a de la contamination et son voisin a de la contamination et le quatrième voisin a de la contamination, ben, je ne suis pas juste responsable pour mon terrain. Je suis responsable pour les 4. C'est comme un virus qui se propage. C'est exactement ça. Donc, encore une fois, on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait jamais où est-ce qu'on finit. Parce que ça dépend de la granularité de la terre. Is it clay? Is it sand base? Est-ce que, tu vois, je peux te donner un exemple. On avait décontaminé un immeuble. C'était de l'argile, clay. En général, clay doesn't let contamination move. Mais par chance, il y avait un ancien drain dans cet immeuble-là. Un drain en terrazzo, comme il faisait dans les années 1910-1920. Et ce terrazzo-là, il a pris la contamination d'huile et il l'a emmené à quasiment 250 pieds plus loin. Ça a causé des millions et des millions et des millions de $ de dommages. C'est vraiment, c'est fou comme domaine. Donc, pour en parler des acteurs, oui. On parle pour les propriétaires, on sait où est-ce qu'on commence, on ne sait pas où est-ce que ça finit. Et ça peut coûter des fortunes. Locataires, on parle de déplacements extrêmes. Veut pas. Qu'est-ce qui est dur avec la contamination, c'est que si c'est une... Je peux te parler d'une contamination qu'on a faite. C'était un parking derrière un immeuble. Okay. Donc, on a fait les forages dans l'immeuble. Pour savoir s'il y a de la contamination, on fait des forages. On prend, imagine un bâton avec un trou au milieu, on le pousse dans la terre, on le ressort, on prend cette terre, on l'analyse dans un laboratoire et on voit est-ce que cette terre est contaminée, avec quoi elle est contaminée et à quelle profondeur elle est contaminée. Cet immeuble-là, le propriétaire a échappé belle. L'intérieur montrait de la contamination. On n'en a pas trouvé quand on a été physiquement regardé. On a été chanceux. Il y avait une brique rouge à l'intérieur de l'immeuble. Et cette carotte, elle a frappé exactement là. Et ça a montré de la contamination. Mais à l'extérieur de l'immeuble, le parking, lui, il était très contaminé. On a sorti à peu près, je pense, c'était dans les alentours de 800 tonnes de terre contaminée. Et ça, c'était la maison fameuse qui a brûlé, qu'ils ont enfouie dans la terre. Donc, là, l'accès est facile. On a un immeuble, on a un parking à côté. Le parking, on le vide, on le remplit. Merci, au revoir, nouveau asphalte. Par contre, j'ai déjà fait un autre immeuble où la contamination était à l'intérieur. Parce que veut pas, l'immeuble est construit sur la terre. Si la terre est contaminée, il faut supporter l'immeuble en haut de nos têtes, il faut creuser en bas. Il faut enlever les fondations, il faut pieuter, il faut mettre des structures en métal. La contamination en elle-même, elle n'est pas dure, elle n'est pas chère, elle n'est pas compliquée à dealer avec. Mais qu'est-ce qui devient très très cher? C'est l'ingénierie qui est reliée à ça. Alors devoir soutenir un immeuble de, je sais pas, 200, 300, 400 tonnes en haut de notre tête, avec des pieux, etc., pour pouvoir creuser à 10 pieds, à 5 pieds, à 15 pieds, ça peut devenir très très compliqué. Donc, ça engendre des dangers pour les locataires, ça engendre des coûts de fou pour les propriétaires, et c'est quand même un travail assez dangereux pour les intervenants, les contracteurs généraux spécialisés dans ça. Mais d'où la question que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est d'où vient cette contamination? C'est quoi la source, l'origine, tu sais, et combien de temps ça prend pour se propager? Alors, beaucoup, tu sais, le monde me dise,
cette question est très commune pour moi, mais pourquoi mon immeuble est contaminé? C'est ça. Et je leur dis très simplement, ben écoutez, si dans le passé, il y avait quelqu'un En général, ces immeubles étaient toujours chauffés avec du mazout. Du mazout, essentiellement, c'est comme du diesel qui chauffe une bouilloire. Cette bouilloire, elle fait passer l'eau chaude à travers l'immeuble. Et c'est comme ça qu'on chauffait auparavant. Ça, c'était l'évolution de chauffer au charbon les immeubles et au bois. C'est dans les années 1900. Ces immeubles-là avaient toujours des tanks. Où est-ce qu'on entreposait ce diesel et ce mazout? C'était pas rare que ces tanks-là aient des petits trous qui se formaient au bas, s'ils n'étaient pas entretenus, s'ils n'étaient pas bien soignés. Et qu'est-ce qui était malheureux, c'est que techniquement, on aurait pu attraper ça plus tôt. Pourquoi? Parce que si on voit que ça coule, ben, logiquement, on va réparer. Mais beaucoup de propriétaires ne réalisaient pas le danger de qu'est-ce que le mazout peut causer. J'oublie toujours c'est quoi le chiffre, parce qu'il change de personne à personne. Mais si je me rappelle bien, 1 gallon de mazout est assez pour contaminer 10 000 litres d'eau. Okay? 10 000 litres d'eau représentent un demi-camion de dump de terre. Alors ça te donne approximativement une idée à quel point juste avoir une goutte à tous les 4-5 jours sur 5 ans, 10 ans peut contaminer un terrain. Et c'est fou. Et non seulement ça, il y a l'accès et ça. Donc, prédominant, la contamination vient de ça, du mazout, de choses qui ont coulé, si on veut, au temps. Tu sais, j'ai rencontré encore une fois monsieur. Les histoires en contamination, on ne va pas en finir. J'ai rencontré un gars qui fait essentiellement, qu'est-ce que je fais de la constatation, de décontamination, qui m'a dit, tu sais, la pire histoire que j'avais vue. J'ai rencontré un monsieur, il avait une super belle maison au nord. Et quand il l'avait acheté, il avait un tank pour l'huile de chauffage. Et il a été sur Kijiji ou je sais pas quoi. Il a payé des gars pour vider ses tanks et l'enlever parce qu'il voulait plus de place dans son garage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec une drill, ils ont percé un trou en dessous. Ils l'ont laissé couler. Après ça, ils l'ont coupé, ils sont partis avec. Tout a été contaminé. Ouais, ça a coûté $780 000 de décontamination. Tu dois avoir tellement d'histoires par rapport à ça. Do you have like any unusual or like crazy story that you can tell us? Yeah, I mean, I can. The stories, you tried to stick me to 45 minutes. I have got some serious stories. We're gonna stick to like the most like powerful you have. I'll tell you the funniest one. Okay. There was a friend of mine that bought a building. This was not contamination related. I mean, it was a sad story, but he bought a building and they started to excavate the access, the crawl space under the building. And at one point, they hear a scream and someone comes running out and he says, I think there's a foot. I think there's bones. And it turns out that somebody had either died or killed someone in the basement. Wow. And what was really funny about this whole thing is there was a guy who was already buying the building. And this was part of the negotiation was you need to finish the basement and put nice concrete and finish it and whatnot. And the guy was incredibly terrified of death. So when he saw that, he said, deals off. Deals off. I found that the funniest story because a couple of years later, my friend ended up selling that building for twice the price of what the guy was supposed to buy it for. So stories like this, we've got tons. In contamination, unfortunately, it's funny, but it's more sad. It's sad for the owner. It's sad for a lot of people because most of the time, it's not their fault. It's not their fault. They bought a building 20 years ago, didn't realize that there was a oil tank in the past. They inherited a lot of people that inherit these buildings that just don't realize like, oh my God, I inherited $1 million building and I have up to a $2 or $3 million liability. This is crazy, and it's even real estate developers. Like there's a very well-known project on the side of the highway in Montreal that land was so contaminated. It was crazy. Again, supposed to be tiny little piece turned into a massive problem. We know where we start, we never know where we finish. I'm curious, what is like the frequency of contamination in like, let's say in Montreal, like in downtown? It's a hard estimate. I would say there are sectors.
right? Probably, yeah. There are sectors. There are sectors where you know, like, this bad sector. There's always problems on this one. You know, there's areas as well, neighborhoods that were traditionally very blue collar worker neighborhoods. Verdun, oh my God, Verdun is so contaminated. Anything near the waterfronts, very, very, very contaminated. So there's a couple of areas that are flashy, but the unfortunate truth is if you look for it long enough, you will find it. You will find it, whether it's a heavy metal contamination, whether it's leftover heating oil, whether it's a dry cleaner, down the street that would dump their stuff out the back. It's a really, like I said, contamination is heartbreak. So we do find it quite often. On a parlé d'investissement, donc ça rentre énormément dans le choix d'investir dans une propriété. Comment ta compagnie, vous choisissez d'investir dans une propriété? Est-ce que c'est un facteur prédominant, la contamination, ou tu as d'autres facteurs qui rentrent en compte au moment d'acheter une propriété? Juste à cause de qu'est-ce que je fais, j'ai beaucoup d'immeubles contaminés qu'on me présente. Encore une fois, la contamination, beaucoup du temps, c'est... moi, j'ai toujours eu une vision qu'avec la contamination qu'on achète, on fait du volume. On fait du volume parce qu'on a une expertise meilleure. Et peut-être je suis fou et peut-être un jour je vais faire faillite à cause. Je vais apprendre qu'il n'y a pas de science à ça, que c'est la volonté de l'univers, que je gagne ou je perde. Mais on a toujours eu une croyance que le plus qu'on fait, le plus qu'on apprend. Donc, est-ce que la contamination est la première chose qu'on regarde? Non. C'est juste en sorte que, parce qu'on a été tellement connu pour faire tellement de projets de décontamination, de consultation de décontamination, etc., on reçoit beaucoup, beaucoup d'immeubles et de demandes d'immeubles décontaminés. Et beaucoup du temps, le monde savent qu'on est prêt à acheter réellement quelque chose qui est contaminé. Parce que, garde en tête, financement à une banque traditionnelle, ça n'existe pas quand il y a de la contamination. C'est vraiment des projets beaucoup plus compliqués. Donc, on regarde ça. Ça fait en sorte qu'on a été chanceux à trouver beaucoup de choses contaminées. On aime ça. Ça me stimule beaucoup d'entreprendre ce genre de changement parce que on prend des immeubles qui ont... Tu sais, on dit toujours que on veut des immeubles qui ont des problèmes et tout ça et qui sont pas rénovés. C'est intéressant, je respecte beaucoup le monde qui rénove des immeubles et tout ça, mais nous, vraiment, on prend des immeubles qui ont des problèmes majeurs, qui est la contamination, que personne ne veut toucher, et on les ramène à vie. Et non seulement ça, mais on aide l'environnement en même temps. Donc, it's something I'm very proud of, if you want. For sure. Yeah, so I mean... and we try to do complicated deals, not because they're better returns on investment, but because it's more fun for us. On aime s'amuser. Tu sais, je suis sur mes sites constamment. Je visite constamment. J'ai des bocaux de terre que je garde dans mon bureau de tous les sites qu'on a décontaminés. J'en garde toujours une mémoire de chacun. Je te mentirais si je te dis ça m'est jamais arrivé de l'ouvrir et le sentir et me dire ah ouais, lui il était bad, il était vraiment bad. Donc je suis vraiment passionné pour ça. C'est vraiment une passion que tu as, donc Ouais. la terre, Ouais. la relation avec le sol. Ouais. J'étais curieux aussi de savoir, c'est ça, quand tu présentes ton deal à une banque ou un investisseur, Ouais. c'est quoi la différence avec un deal, disons, comme tu as dit, un immeuble voilà, qui est juste rénové, qui a d'autres problèmes mineurs Ouais. par rapport à la contamination? Banque standard, contamination n'existe pas. Alors une RBC, une Desjardins, non. Simplement non. À moins que, je sais pas, c'est un immeuble de 100 millions de dollars et il y a une contamination de 5 ou 10 millions de dollars en dessous, peut-être qu'ils vont te le faire ton deal, mais un 25 logements où ils voient de la contamination, ils ne sont pas intéressés. Trop risqué pour eux. C'est trop risqué parce que, encore, comme je dis toujours, on sait où est-ce qu'on commence, on ne sait jamais où on finit. Donc, il faut trouver l'argent d'une façon alternative, que ce soit des prêteurs privés, que ce soit des prêteurs alternatifs, il faut le trouver d'une façon ou d'une autre, ou il faut avoir son propre capital. Travailler en partenariat, travailler avec les vendeurs pour dire, écoute, vous avez un sérieux problème, travailler avec les entrepreneurs qui font la décontamination pour leur dire, écoutez,
on va faire les travaux ensemble. C'est un travail qui coûte tant, mais si vous attendez pour être repayé une fois que le vendeur vend l'immeuble, on va vous majorer votre facture par temps. Donc, il faut vraiment, vraiment être très, très créatif quand ça vient à la contamination. J'aimerais aussi qu'on parle, si tu veux bien, de la négociation avec donc, le propriétaire Ouais. qui a l'immeuble avant qu'il passe chez vous. D'abord, est-ce que la personne est au courant? Parce que, comme tu as dit, pas grand monde est au courant de la contamination. Et est-ce que ça peut être un fait caché dans une négociation? Ouais. Ça arrive beaucoup, que je te dirais. Tu vois, comme je pense il y a 1 mois et demi, quelqu'un m'a appelé pour me parler d'un immeuble qu'ils avaient regardé pour l'acheter. C'était un bon prix. Ils voulaient l'acheter pour eux. C'était des jeunes gars, 25, 26 ans. C'était un de leurs premiers deals. Il m'avait dit, on ne comprend pas, il y a une phase 1 qui a été faite. Donc une phase 1, c'est une catégorisation qualitative. Quelqu'un vient, il regarde l'immeuble, il voit est-ce qu'il y a une tank d'huile, est-ce qu'il y a une ancienne cheminée. Après ça, il va regarder les rapports publics reliés à cette propriété-là et il dit, bon, il n'y a quasiment aucun risque d'avoir de la contamination sur ce terrain. On va le laisser passer, il n'y a pas de problème. On donne un grade de passage à cet immeuble pour la contamination. Une phase 2, c'est où est-ce qu'on vient prendre un forage et on check vraiment la terre physiquement avec un laboratoire pour voir est-ce qu'il y a de la contamination bel et bien ou pas. Et il y a toute une formule qu'on utilise pour faire ces forages-là. Donc, ce gars-là m'a appelé, il m'a dit, écoute, ils veulent vendre l'immeuble, il y a une phase 1, mais le gars veut absolument pas que je fasse une phase 2. La phase 1, elle n'est pas passée, donc il recommande une phase 2, on doit faire un forage, mais il veut pas nous laisser faire une phase 2. Il a dit, je vous donne un excellent prix, démerdez-vous. Ben, je connais le secteur. Je connais, en regardant un immeuble, c'est pas que je sais s'il y a la contamination ou pas, je suis pas fou, mais on peut reconnaître des facteurs de risque et on peut reconnaître beaucoup de facteurs où est-ce que les vendeurs essayent de cacher les choses. Ou que ce soit eux ou quelqu'un antérieurement. Un exemple très simple, beaucoup d'immeubles, les tanks sont en général à l'intérieur de l'immeuble ou dans le sous-sol. Donc il y a un coût qui ressort à l'extérieur de l'immeuble, auquel on remplit le mazout anciennement. Ben, beaucoup du temps, ce coût-là est vraiment bien encastré dans la fondation de l'immeuble. Il est vraiment bien poussé contre l'immeuble. Et au fil des années, on peinture, on fait du crépi, et on enlève un jour ce coût pour remettre du mazout dedans, mais on ne fait pas la réparation. On fait une réparation, mais tu peux quand même voir une petite bosse. Ben, on le voit beaucoup sur des immeubles, que des propriétaires sont conscients qu'il y aurait potentiellement de la contamination, mais ils veulent juste s'en débarrasser à quelqu'un. Donc, je ne dis pas qu'ils le cachent, mais ils ne veulent pas le savoir parce qu'une fois qu'ils le savent, ils doivent le divulguer. Et encore une fois, il n'y a plus de financement. Tu comprends un peu l'histoire de où est-ce que ça peut aller la contamination. D'ailleurs, pourquoi, encore une fois, on nous appelle beaucoup. Donc tu n'es pas seulement investisseur, tu es aussi quelqu'un qu'on appelle, tu proposes des services pour faire de la décontamination. C'est ça. Nous on ne fait pas la décontamination elle-même, mais parce qu'on en a fait tellement, on a représenté beaucoup de propriétaires qui se retrouvent devant une vague de désastres, qui ne savent pas quoi faire. Quel entrepreneur prendre? C'est quoi les processus? C'est quoi une phase 1? C'est quoi une phase 2? C'est quoi un polycyclique aromatique? C'est quoi 4000 parties par million? C'est vraiment compliqué la contamination. Et le plus qu'on passe du temps avec, le plus que ça devient facile à le comprendre, mais ça reste toujours qu'il y a beaucoup de risques qu'on ne sait pas. Mais pour un propriétaire qui n'a jamais connu la contamination, qu'il a acheté son immeuble il y a 30, 40 ans et paye son hypothèque et il reçoit des loyers, il répare son plafond et sa toiture et sa brique. Quand on lui dit, ben, tu as de l'huile dans ta terre et on ne va pas te refinancer jusqu'à que tu enlèves cette huile. Et combien ça coûte? Ben, ça coûte tant la tonne et tu dois accéder à ça et tu dois démolir ton sous-sol et tu dois mettre de la structure et tu dois pieuter et tu dois... Il panique. Et de là que nous, on intervient. Où est-ce qu'on travaille avec des propriétaires, on les aide à comprendre c'est quoi la contamination, c'est quoi la source.
On les aide à trouver les bons entrepreneurs, les bons professionnels, les bons compagnies qui savent comment tester les sols, les bons intervenants en ingénierie. On essaie de vraiment leur tenir la main et leur apprendre et prendre une situation terrible et la rendre un peu moins terrible, on va dire. Ouais. Disons qu'il y a une personne ou une compagnie qui veuille acheter un deal, mais il n'est pas sûr s'il y a de la contamination ou pas. La première étape, est-ce que c'est faire une inspection ou tu offres un service spécifique pour ce genre de deal? Alors, nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Alors, il y a des inspections qui se font très standards. En général, on va appeler ça une phase 1, une catégorisation Comme tu l'as IAC expliqué. phase 1. Yeah. Après ça, tu as la phase 2 qui est le forage. Mais il y a diverses compagnies à Montréal. Les prix vont aller entre, je ne sais pas, 1100 $ à 2500 $ pour une phase 1, qui est vraiment comme je t'ai expliqué, c'est qualitatif. On vient, on regarde la propriété, on explore. Est-ce qu'on voit des anciens conduits de mazout? Est-ce qu'on voit une tank qui a été enlevée? Est-ce qu'on voit des vieilles pattes, des carrés de rouille? Ou est-ce qu'il y aurait eu un tank? Est-ce qu'on voit une cheminée qui existe encore? Ça, et après ça, on regarde quelque chose qui s'appelle les rapports Optra, qui est une base de données centralisée du gouvernement, où est-ce qu'on peut regarder anciennement qu'est-ce qui existait sur cet emplacement-là. Est-ce qu'il y a une station de gaz à moins que 250 mètres? Est-ce qu'il y a eu une conversion électrique ou est-ce qu'il y a eu une subvention qui a été donnée dans les années 90? Pour avoir eu la subvention, il y avait un tank à l'huile. Donc on regarde tous ces facteurs de risque dans la phase 1. Phase 2, on voit que la phase 1, on a vu des facteurs de risque, on vient, on prend le forage. On va venir prendre un forage 1, 3, 4, 10, 20. Ça va dépendre de la propriété, de sa structure, etc. Et après ça, on va aller prendre cette terre et on va la tester dans le laboratoire pour voir est-ce qu'il y a des contaminants. Encore une fois, métaux lourds, les charbons, polycyclic aromatics, hydrocarbons, etc. Ouais. Ça se fait phase par phase. Ça se fait phase par phase. Et le test ultime, c'est prendre à la terre, forage, prendre un morceau de terre, Exactement. une proportion, et la tester en laboratoire. Exactement. Parce que on ne peut jamais enlever la contamination à 100%. Parce que, rappelle-toi, comme je t'ai expliqué, elle se propage, la contamination. Elle danse, elle va à travers la terre. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? C'est qu'on est en train d'essayer de diluer et retourner à une proportion normale notre terre. Donc disons qu'on prend un saint-pour de terre d'une poignée de main, et il y a 4000 parties par million de polycyclic aromatics. Ben, on veut retenir pour l'usage résidentiel de catégorie A ou B, on veut être en dessous de entre 700 et 400 parties par million. Okay. Donc, tu peux creuser jusqu'à temps que tu te trouves en Chine et tu trouves du 400 à 700 parties par million, ou tu rajoutes de la terre fraîche constamment pour diluer ce 4000, pour te rendre entre 400 et 700. Ouais. Avec toute l'expérience que tu as dans ce domaine-là, what will be like your best advice to anyone willing to buy his first property? Ils veulent travailler en immobilier, ils veulent faire l'investissement. Je vous dirais, écoute, c'est pas pour tout le monde. Notre génération a vraiment démocratisé l'investissement immobilier. Ils ont rendu ça en bon second asset. Il faut se rappeler qu'à la base, l'investissement immobilier, c'est du service à la clientèle. On a des comptes à rendre, on a du monde qui vit dans nos logements. On doit s'assurer qu'ils ont une vie saine, une vie propre, qu'ils ont du service, qu'ils sont répondus, qu'on prend soin d'eux. Et pour vraiment comprendre ça, je dis à tout le monde, venez passer une journée avec un investisseur immobilier, avec quelqu'un qui fait de la gérance comme toi. Passe une journée entière. Vois c'est quoi les problèmes que tu deals avec à 8h, à 7h, à 9h du soir. Et vois vraiment, est-ce que tu peux garder ton cool et donner un bon niveau de qualité de service à ton locataire et que tu aimes ça. Et si la personne réalise vraiment, ils se disent, c'est vraiment pas si mal que ça, j'aime échanger avec le monde, j'aime donner une bonne qualité de service, go for it. Le reste tombe en place. C'est vraiment ma croyance, mais c'est la première chose à faire et comprendre que l'immobilier, à la fin de la journée, c'est quelque chose d'immobile. Donc, on doit être confortable avec la ville qu'on vit dans. On doit être confortable avec l'emplacement. C'est dans toutes les langues. En russe, c'est Niet Vijumat, c'est
un bien qui ne bouge pas, immovable en anglais, immobilier, immobile en français. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Ça ne bouge pas, tu ne peux pas l'emmener avec toi dans la valise. Assure-toi que tu aimes la place. J'allais finir avec la question signature du podcast. Donc, pour toi, ta définition propre de l'immobilier avec ton expérience, tu l'as un peu expliqué. Ouais. Si tu veux peut-être approfondir un peu dessus. C'est vraiment ça. Pour moi, l'immobilier, c'est un bien qui ne bouge pas. Le monde va regarder l'immobilier comme de l'industriel, du résidentiel, du commercial, du bureau, etc. Mais pour moi, c'est n'importe quel genre de bien qui ne bouge pas. Ça peut être un pont, une route. Autant qu'on ne peut pas le bouger et qu'on bâtit quelque chose qui va durer 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est ça l'immobilier pour moi. On verra qu'est-ce que je fais prochainement. Peut-être un jour, je vais construire un pont. Super, c'est une très belle finalité au podcast. Merci pour cette définition. Merci de m'avoir reçu, c'est vraiment apprécié. Merci Yann d'avoir été parmi nous, Bien nous sûr. avoir expliqué contamination, Bien sûr. décontamination. Je suis sûr que ça va aider, ça va aussi donner plus de visibilité à ce problème-là. Ouais. Je voulais remercier tous les gens qui vont ou qui ont vu le podcast. Si vous avez des questions à poser à Yann, à moi-même, je mettrai nos informations bien sûr sur le lien. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à faire le podcast, je reçois vraiment tout type de personnes qui travaillent en immobilier. Donc vous pouvez me contacter. Merci beaucoup et à la suite à un prochain épisode. Merci.